Voilà un sujet qui n'a pas fini de faire parler. Et on va en parler justement ce soir avec nos invités. Laurent Jacobelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National, élu de la 8e circonscription de Moselle. Mathieu Slama, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, analyse politique, auteur de Adieu la liberté, essai sur la société disciplinaire. William Tay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici avec nous. Président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions sur la droite. Et avec nous également, maître Mourad Batik, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal. Je commence avec vous, parce qu'évidemment, la question politique va très vite venir sur le devant de la table. Mais d'abord, peut-être pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas tous ces éléments en tête, qu'est-ce qu'un fichier S? Et au-delà du cas spécifique qui nous intéresse, rappelons qu'un fichier S n'est pas un motif suffisant pour être expulsé de France. Oui, absolument. Un fichier S, si vous voulez, c'est juste un fichier global et général que les services de police ont à leur disposition pour pouvoir, lors d'une interpellation ou lors d'un passage à l'aéroport, savoir à qui ils ont affaire et un petit peu le pédigré de la personne et pouvoir, si vous voulez, intervenir face à une situation potentiellement de danger. Mais la réalité, c'est que le fichier S, il comporte des milliers de noms, des dizaines de milliers de noms. On n'a pas le chiffre exact, mais dans les fichiers S, on peut croire comme ça, ici et là, que ça concerne les terroristes. Pas du tout, enfin pas que en tout cas. Ça peut concerner un opposant à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ça peut concerner un hooligan, ça peut concerner un altermondialiste, un militant écologique qui se battrait contre le nucléaire. Ouais, le fichier S, si vous voulez, c'est un fichier qui, grosso modo, regroupe tout un tas de personnes dans la population nationale qui, grosso modo, ont à un moment ou à un autre une activité qui attire l'attention des services de renseignement. Alors, dans le cas de ce soir, concernant celui qui nous intéresse, l'imam Iqiyoussen, Hassan Iqiyoussen, est-ce que cette information, il est fiché S depuis 18 mois, est de nature à faire changer la décision de justice? Non, absolument pas. C'est une non-information. La réalité de ce fichier, ça fait peur quand on le dit, mais la réalité, c'est que c'est une coquille vide. Ça n'apporte pas d'informations parce que peut-être fichier S, l'ami d'un ami d'un ami d'un ami qui aurait commis une infraction ou qui serait sur le point de la commettre. Donc, si vous voulez, ça n'emporte aucune conséquence juridique. La réalité de ce dossier, si on en parle d'un point de vue juridique de l'imam Iqiyoussen, c'est que c'est un dossier vide et que Gérald Darmanin s'est pris un peu les pieds dans le tapis en allant vite, en allant trop vite et surtout en ne basant pas avec du droit, avec des arguments juridiques, la décision qui a été prise de manière extrêmement hâtive et elle a été prise évidemment pour des raisons politiques et puis on y reviendra. On y vient justement parce que voilà, maintenant... juridiquement, en tout cas, c'est un revers qui a été infligé au ministre de l'Intérieur par le tribunal administratif, qui est d'une façon extrêmement sévère, puisqu'ils le disent, pour le résumer en un mot, dans la décision du tribunal administratif, ils disent affirmer n'est pas prouver, c'est-à-dire que vous affirmez que l'imam aurait dit ceci, cela, etc., sans en apporter les preuves. Ça ne fait pas office de preuve. Exact. Précisons que Gérald Darmanin a décidé de faire appel immédiatement de cette décision. Ça, c'est pour l'aspect juridique. C'est important de placer, du point de vue juridique, les bases ce soir pour alimenter le débat. Pour ce qui est de la politique, Laurent Jacobelli, est-ce que cette information est de nature à faire évoluer votre position ? Non, la position était déjà très claire. L'imam Iqiyoussen n'a rien à faire sur le territoire français, comme les 3000 étrangers radicalisés qui prônent la haine de nos valeurs, la haine des homosexuels et qui pensent que la femme était une citoyenne de seconde zone. Nous sommes en France. En France, l'homosexualité est tolérée et acceptée, elle fait partie de notre société et donc l'homophobie est condamnable. Or, il a tenu des propos homophobes. Rien qu'à ce titre, il devrait déjà être condamné. Et puis, nous sommes dans un pays qui a subi une déclaration de guerre des islamistes, qui, vous le savez, a subi malheureusement de terribles attentats. Et des hommes comme cet imam prêchent petit à petit leur haine, font que s'enquiste dans notre société cet islam radical. C'est le même imam qui fait des tutos pour expliquer comment imposer le burkini dans les piscines et qu'après, ils imposeront leur mode de vie dans un certain nombre de villes françaises. C'est une stratégie de conquête de notre territoire et de destruction de nos valeurs. Voilà ce que représente cet imam. Alors, le juridisme, c'est bien, mais il y a un moment, si la loi ne suffit pas, il faut la renforcer. Nous avions proposé avec Marine Le Pen une loi contre l'islam radical. Et dans cette loi, il y avait marqué, article 7, que toute personne convaincue d'activité radicale
étrangère devait être expulsé, quelle que soit sa condition familiale. Mais alors que faites-vous de la Convention européenne des droits de l'homme, de cet article 8 ? On va pouvoir le remontrer parce que c'est précisément de ça dont il s'agit. Mathieu Slama, on rappelle que nous sommes dans un état de droit et c'est ce qui a motivé la décision de justice. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. C'est la raison pour laquelle l'imam Hassani Hussein reste en France. C'est là-dessus, c'est sur cet article que s'est basé en effet le juge administratif. Voilà. Donc ça, c'est le droit qui a parlé. Pour l'instant, comme vous l'avez dit, on verra pour la suite. Il y a eu un appel de fait. Donc voilà. Moi, je voudrais dire deux choses. Et je vais répondre après à ce qui a été dit. La première chose, c'est qu'évidemment, les propos qui ont été rapportés de cet imam sont extrêmement choquants. C'est des propos homophobes, antisémites, sexistes, qui sont absolument indéfendables et il faut les condamner de toutes nos forces. Et ça, personne ne le conteste. Et ça, en tout cas, moi, je ne le conteste pas et il faut le dire de manière très ferme. Mais il y a un mais, c'est qu'on est dans un état de droit. Vous l'avez dit et je crois qu'il faut le redire. Et dans un état de droit, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui décide qui est coupable. Ce n'est pas non plus le pouvoir législatif ou quoi que ce soit, c'est la justice. Voilà. C'est la justice qui décide si un homme est coupable ou pas. En l'occurrence, moi j'ai lu certains des propos de cet imam. Ces propos me semblent sous le coup de la loi. Donc je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu il n'y ait pas eu de procès ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est des propos qui sont sous le coup de la loi. Et les premiers propos datent d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, absolument. Et d'autres un peu plus récents, de 2014, je crois. Mais pour revenir à cette question de l'état de droit qui me semble fondamentale, en fait, on est en train d'assister aujourd'hui à une dérive où le pouvoir peut, de manière arbitraire, décider qui peut être expulsé et bientôt, avec la loi séparatisme, quelle association peut être dissoute, etc. Et moi, je m'inquiète énormément, si vous voulez, de cette dérive autoritaire, c'est-à-dire que de manière extrajudiciaire, le pouvoir, le gouvernement en place, peut décider de qui est coupable ou pas. Et ça nous pose une question juste qui est d'autant plus inquiétante, selon moi, c'est que si demain, le Rassemblement national arrive au pouvoir, vous imaginez toutes les dérives qui peuvent avoir lieu. Vous imaginez un peu ce que le Rassemblement national pourrait faire s'il arrive au pouvoir avec un tel pouvoir administratif en dehors totalement de la justice. Oui, mais le droit, c'est important, monsieur. La justice, c'est important. Ce n'est pas le pouvoir qui décide de qui est coupable ou pas. Oui, mais le droit, c'est la justice. vous sert de cache-nez. Et vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas là pour décider qui est coupable ou pas. Vous non plus, vous n'êtes pas procureur. Voilà. Donc justement, c'est ça que je dis. Il faut laisser les juges juger et le pouvoir doit respecter les décisions de justice. Et vous devez respecter l'opinion des Français. Et l'état de droit, c'est très important. Et ne pas couper la parole. L'état de droit, c'est très important. William Tay, vous ne partagez pas l'avis de Mathieu Slama? Non, en l'occurrence, Mathieu Slama dit en gros que le gouvernement peut expulser qui il veut. On voit en l'occurrence que si par Gérald Darmanin veut expulser quelqu'un, en l'occurrence, il a le droit à un recours devant le tribunal administratif pour empêcher en l'occurrence sur l'expulsion, au moins, en tout cas, la suspendre cette décision, et puis éventuellement, le Conseil d'État, vraisemblablement, validera la décision du tribunal administratif. Alors, est-ce qu'il s'est trompé, Gérald Darmanin, sur ce dossier? Gérald Darmanin avait deux voies. Soit il passait par la voie judiciaire, soit il passait par la voie administrative. La voie administrative est plus rapide, mais en l'occurrence, on le voit sur plusieurs décisions que quand le ministre de l'Intérieur passe par la voie administrative, le juge respecte plus strictement les règles, et notamment ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité et les traités européens et les engagements européens. Et en l'occurrence, c'est plus difficile d'expulser quelqu'un par la voie administrative que par la voie judiciaire. Et je pense que Gérald Darmanin, si par cas il veut se sortir de cette situation, si par cas le Conseil d'État validerait la décision du tribunal administratif, c'est qu'il doit proposer deux textes. Il peut expliquer aux Français, il peut prendre l'opinion publique à partir en disant « Regardez, l'état de droit protège davantage certaines personnes que d'autres et il faut modifier le règlement pour que la France puisse reprendre en main sa politique migratoire. » C'est ce que propose le Rassemblement national. En l'occurrence, Gérald Darmanin, dans une interview au Figaro, dit clairement qu'il veut modifier la législation sur la question migratoire. Je pense qu'il va agir sur deux sujets. Un, c'est sur le volet migratoire pour que la France sorte du carcan administratif, législatif sur lequel il est enfermé, non pas pour expulser tout le monde, mais pour choisir qui il souhaite accueillir et qui il souhaite expulser. Et le deuxième point qui est posé sur la question de l'imam, c'est la question en fait de l'islamisme. On n'a pas choisi, et c'est pour ça que je pense que Gérald Darmanin était en tort devant le tribunal administratif, c'est qu'en fait on voulait l'expulser non pas pour des questions de ses propos misogynes qui sont condamnables, mais c'était pas le motif de sa décision à Gérald Darmanin. Le véritable motif, c'est qu'il a une proximité avec les frères musulmans, et les frères musulmans essayent de faire de l'entrisme sur le territoire français pour convertir en fait les jeunes populations contre le territoire français. Donc, si je vous entends bien, il pourrait y avoir un point de convergence entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Sur ce cas précis, il faut faire évoluer la loi. C'est même les trois partis. Il y aura certainement un accord entre la majorité présidentielle, LR et Rassemblement. Juste avant de vous donner la parole, j'ajoute simplement, et je vous laisse parler ensuite, puisqu'on est sur le dossier, Éric Ciotti s'est exprimé à ce sujet, député LR, et il propose lui aussi que la double peine entre le plus vite possible en action avec ce tweet publié il y a 2 jours. Le tribunal
tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam islamiste Iqiyoussen car elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La France doit pouvoir choisir qui elle accueille sur son territoire pour retrouver le cours de son avenir. Et il dit ensuite qu'il déposera dès lundi, donc dès demain, une proposition de loi instaurant une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers et permettant l'expulsion administrative de tout étranger si la France le décide. Toute la droite et la majorité présidentielle est donc d'accord sur le sujet. Écoutez, moi je suis ravi qu'ils nous rejoignent. Vous savez que pendant l'élection présidentielle, nous avions proposé un référendum sur l'immigration qui était un véritable projet de loi et aussi un projet de loi sur la lutte contre l'islam radical. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je crois que l'union de tous ceux qui aiment notre pays doit être conclue pour lutter contre ce mal qui est à l'intérieur de la France. Parce que c'est ça le danger. Il y a 35 mosquées qui soutiennent l'imam Iqiyoussen. Il y a 17 000 signataires d'une pétition pour le soutenir. Il y a sur ce plateau même un avocat de cet islamiste ce soir qui s'est exprimé. Il y a un parti politique. Il n'est pas avocat. Il y a un parti politique. Il n'est pas avocat de M. Iqiyoussen. Il y a un parti politique qui s'appelle la France Insoumise qui va au front pour justement défendre l'imam Iqiyoussen qui profère des paroles antisémites et homophobes. Personne ne le défend. Il y a donc en France un mal, je le répète, qui est enquisté. Eh bien, si la loi est trop faible, il faut la muscler. Parce que il faut défendre nos valeurs. Eux n'ont aucun doute sur le fait qu'ils doivent les attaquer, qu'ils doivent convaincre les jeunes à faire une véritable armée de l'intérieur pour lutter contre ce que nous sommes. Eh bien, il faut maintenant une vraie justice au service des Français. La justice, elle est capable de condamner les Français quand ils vont trop vite, quand ils marchent en dehors des clous. Et quand il s'agit d'un imam qui prêche la haine, on nous explique « Ah bah oui, mais le pauvre, vous savez, il faut protéger sa vie familiale ». Il y a un moment, il faut une autre échelle des valeurs. La première valeur, protégeons notre société. Mathieu Slama, je vous laisse je vais répondre très rapidement en 2 points. La première chose, vous avez dit quelque chose que je trouve très importante, c'est qu'en effet, on voit qu'il y a, sur ce sujet-là en tout cas, et sur, de manière générale, la question on va dire de la méthode de gouvernement et d'un pouvoir de plus en plus autoritaire, une sorte d'alliance là entre, d'une part, la droite et le RN, et puis aussi LREM. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que, si vous voulez, ceux qui étaient auparavant plutôt modérés, en tout cas sur les questions des libertés publiques, de l'état de droit, avaient encore un certain sens commun, sont en train de dériver, de se droitiser, voire de s'extrême droitiser. Et moi, je pense que ça nous dit beaucoup de choses sur, encore une fois, le durcissement du discours sur les sujets de l'immigration, de la sécurité, etc. Comment on fait? Je voudrais dire une deuxième chose. Attendez, je finis juste parce que je vais permettre de répondre. Parce que sinon, on va garder ce. Si vous avez dit, on a des valeurs. Vous dites, on a des valeurs. Eh ben, vous avez complètement raison, on a des valeurs. Et nos valeurs, c'est l'état de droit qui les garantit. Vous voyez ? Et le sujet le plus fondamental dans cette histoire, c'est garantir que c'est la justice qui se prononce sur qui est coupable ou pas, quelle faute a été faite ou pas. En l'occurrence, sur les propos qui ont été tenus par l'imam, la justice peut tout à fait se prononcer sur ces propos. Et je pense qu'ils tombent sous le coup de la loi sur le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de donner plus de pouvoir au pouvoir pour cela. Vous voyez ? Et je veux dire juste une dernière chose, c'est qu'on est quand même dans un contexte où il y a eu la loi séparatisme, qui donne encore plus de pouvoir au gouvernement d'un point de vue administratif pour dissoudre telle association, encore une fois, en dehors de tout cadre judiciaire. Et moi, c'est il y a une sonnette d'alarme quand même là à avoir en tête, c'est qu'on est en train de dériver sur un modèle de plus en plus autoritaire, et en fait on est en train d'abandonner l'état de droit, et c'est ce que vous prônez d'ailleurs, le Rassemblement national dit l'état de droit va contre l'intérêt des Français. Vous n'arrêtez pas de répéter ça, Marine Le Pen elle-même l'a dit. Et c'est ce discours-là, moi, qui m'inquiète beaucoup, et je crois qu'encore une fois, on ne luttera pas contre l'intégrisme, on ne luttera pas contre l'islamisme, contre l'intégrisme, en renonçant à notre état de droit et à nos libertés fondamentales. Mais où est les intégristes chez nous? Où est la gauche d'ailleurs dans ce dossier? On l'entend assez peu, la NUPES. Où est la gauche? La gauche, en effet, c'est vrai qu'elle est un peu embêtée parce que forcément, tout de suite, dès qu'on défend l'état de droit dans cette histoire, tout de suite, on est accusé, comme vous l'avez fait justement, de dire vous défendez cet imam. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je viens de dire que l'imam était absolument indéfendable ou quoi que ce soit. Et je pense en effet qu'il y a un malaise peut-être à gauche dans l'idée de défendre certaines libertés et l'état de droit quand on parle de certains sujets, alors qu'en réalité, on peut tout à fait défendre l'état de droit et en même temps dire que cet imam tient des propos absolument inadmissibles et qu'on aimerait que la justice se prononce sur les propos qui ont été proférés par cet imam. William Tay. Moi, je ne souhaite pas laisser ce type de discours qui dit en gros que le gouvernement est de plus en plus arbitraire et autoritaire. Parce qu'en fait, avec ce qu'on a vécu notamment avec la guerre en Ukraine, notamment on a rencontré la question du régime de Vladimir Poutine. Ensuite, on a la question de Taïwan qui se bat pour ses libertés contre notamment le régime de Xi Jinping. Là, vous avez des véritables régimes autoritaires. Notamment, vous avez la question des fichiers S. Mais non, mais vous dites que ce sont des régimes, que la France est quasiment un régime autoritaire. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il y a une dérive. Je dis qu'il
qu'il y a une dérive. C'est tout. Non, évidemment que non. Vous avez quasiment dit que le pouvoir administratif était quasiment infini. Qu'on donnait de plus en plus de pouvoir, oui. C'est pas vrai. Parce que si le pouvoir administratif était véritablement absolu, vous auriez la question du fichier S, et dans un pays comme la Russie ou la Chine, le seul fichier S aurait pu le conduire en prison. Ce qui n'est pas le cas en France. Mais on ne veut pas ce modèle-là. Oui, mais ce qui n'est pas le cas en France. Donc, vous ne pouvez pas dire que la France dérive vers un régime autoritaire. Parce qu'il y a toujours des règles juridiques et des recours possibles pour les personnes, notamment, qui sont susceptibles d'être expulsées. Et donc, du coup, tant que vous gardez la question du recours, vous restez en état de droit. Et vous ne pouvez pas dire que la France est un régime arbitraire et autoritaire. Ce n'est pas acceptable. Alors, j'aimerais qu'on avance sur le sujet. Maître Mourad Batik, on parlait de la possibilité de faire évoluer la loi, et notamment de contourner cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? Alors, c'est possible, oui, c'est toujours possible. Ça demanderait un peu de logistique. C'est si facile ? Non, ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Après, est-ce que c'est souhaitable ? Je ne pense pas que ce soit souhaitable, parce que vous voyez bien l'absurdité face à laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on reproche à ce monsieur Iquissen de ne pas respecter l'état de droit et de vouloir mettre une idéologie au-dessus du droit positif, au-dessus du droit existant. Et à cela, on vous répond que finalement, il faudrait, pour des questions idéologiques, changer l'état de droit. Donc finalement, vous avez deux sciences qui s'opposent, une science théologique et une science téléologique, où dans le premier cas, du coup, on reprocherait à ce monsieur de vouloir mettre ses propres convictions, ses convictions religieuses au-dessus de la loi, et là, tout le monde est là pour le condamner. Et on voudrait répondre à ça par la même absurdité, c'est-à-dire changer le droit positif, changer l'état de droit, pour des questions d'idéologie. Moi, je pense que le droit positif, il fonctionne très bien. Alors effectivement, il y a toujours des choses ici et là à modifier, à améliorer, à amender. Mais la réalité de la justice, c'est qu'elle est tout sauf laxiste. Je pratique les tribunaux absolument quotidiennement, et j'invite tous ceux qui en doutent à venir au tribunal judiciaire de Paris et dans tous les tribunaux qu'il peut y avoir en France. Vous verrez que la main de la justice, elle tremble pas sur les peines. Et puis, vous en avez eu un exemple. Quand il y a eu le procès sur les attentats, vous avez bien vu que la justice a sait répondre de manière extraordinairement ferme et historiquement ferme. Et donc, vous voyez, on a toujours un peu cette idée de double discours. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'intervenais sur la situation de M. Balkany. C'est quand même très intéressant, parce que finalement, vous voyez, il est quand même issu d'une famille politique qui prétend toute la journée que la justice est laxiste. Et puis finalement, quand ces mêmes personnes se retrouvent dans le viseur de la justice, eh bien, on la trouve trop sévère. Donc vous voyez bien que finalement, c'est qu'une question de point de vue et de zoomage et de dézoomage. C'est aussi une question de point de vue ce soir, et Laurent Jacobelli, ce sont finalement deux visions de la société qui s'opposent. Oui, mais je crois qu'il y a un moment, il faut quand même un peu de bon sens. Il y a dans notre pays aujourd'hui, au minimum, 3000 personnes radicalisées qui sont adeptes de l'idéologie de l'islam radical et qui veulent détruire nos valeurs. Elles circulent librement. Est-ce que ça vous paraît logique ? On compare la situation de M. Balkany, qui a fait des choses condamnables et qui a été condamné et qui doit être condamné pour ce qu'il a fait, avec la situation de personnes qui sont en train d'endoctriner des jeunes pour les inciter au djihad. Il y a un moment, il faut garder raison. Il faut protéger. Je me permettrai de terminer. Bien sûr. Je comprends bien qu'il y a beaucoup d'idéologie justement dans tout ce que vous dites, mais il y a un moment, il y a une loi qui n'est pas assez forte et qui ne nous protège pas assez. Il y a aujourd'hui des associations sportives financées par les deniers publics où les jeunes n'apprennent pas à faire du foot, mais ils apprennent une idéologie de l'islam radical. Il y a aujourd'hui des mosquées, et on en compte à peu près 300 au minimum, où est prôné un islam radical, notamment frériste, où notre société est montrée comme une cible. Tout cela doit s'arrêter, parce que sinon, ce sont toutes nos valeurs de liberté qui vont s'effondrer. Parce que considérer la femme comme un sous-être, c'est pas la liberté. Considérer les homosexuels comme des personnes à abattre, ce n'est pas la liberté. Considérer tous ceux qui ne sont pas musulmans comme des mécréants qu'il faut châtier, ce n'est pas la liberté. Et donc la défense de la liberté exige des lois fermes pour protéger ce que nous sommes. J'ai l'impression que ce discours, vous ne l'entendez pas. On entend des choses complètement aberrantes en disant que nous sommes dans un État qui n'est plus un État de droit. Mais enfin, excusez-moi, aujourd'hui, il y a, je le répète, des terroristes qui ont été des gens reconnus pour terrorisme qu'on ne peut pas extrader à cause de la Cour européenne des droits de l'homme. Maître Mourad Batik, sur la tête. Pour répondre sur ce sujet. Voilà, moi, je pense qu'on sera d'accord sur le point que je vais évoquer, monsieur le député. S'il y a des personnes qui ont tenu des propos condamnables, ils doivent être condamnés. Si des personnes commettent une infraction,
elles doivent être condamnées. Et pourquoi n'a-t-il pas été condamné, cet imam? Par la justice. Pas par l'exécutif. Mais c'est ça qui surprend. C'est ça qui surprend aussi. Pardon, quand on est simple observateur de cette situation, c'est que cet imam, il a tenu des propos qui sont condamnables, je crois, par la justice, et qu'il ne l'a pas été condamné par la justice. En effet, ça c'est une vraie question. Pourquoi il n'y a pas eu de plainte déposée? Ça, en effet, moi je trouve que ça c'est une question tout à fait légitime. Après, voilà, ça, il faudra regarder un peu dans le détail. Oui, il faut regarder les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu. Voilà. Mais les propos qui ont été rapportés de cet imam me semblent en effet totalement contrevenir à la loi, notamment sur le racisme, l'appel à la haine, etc. Mais bon, encore une fois, ça, c'est en effet un point qu'il faudra élucider par la suite. Je vous laisse terminer. Je vous ai coupé. Non, simplement, je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence. On est très content que tout le monde la respecte quand l'individu est dans l'œil du viseur et dans la machine qui broie. Et je crois qu'il faut avoir cette décence de la respecter pour tous, même envers ceux pour des propos sur lesquels on ne serait pas d'accord. Et je crois qu'on est unanimement d'accord là-dessus. Et je pense qu'on peut simplement laisser la justice faire son travail et que la politique fasse le sien. Le tribunal administratif ne dit pas qu'il est innocent, reconnaît les faits, mais dit simplement que la réaction est disproportionnée. Et c'est là qu'il faut corriger la loi. Et je crois que personne n'a dit le contraire ici. William Tay. L'enjeu pour Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, c'est de faire en sorte qu'on assiste à un combat entre les démocraties et les régimes autoritaires. Le but de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron, c'est de montrer qu'on est capable d'être efficace tout en gardant les principes fondamentaux. Et il est tout à fait possible dans un état de droit, contrairement à ce que dit Mathieu Slama, de réformer le droit sur l'immigration et de mettre en place une loi pour lutter contre l'islam politique tout en restant en état de droit. Et je pense que c'est ça l'objectif de Gérald Darmanin. Pas en donnant plus de pouvoir à l'exécutif et au pouvoir administratif. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est une pente là, qui est en train d'être prise depuis quelques années qui est dangereuse. Voilà. C'est pour ça qu'on a une difficulté, c'est qu'actuellement on ne nomme pas les choses. Gérald Darmanin est obligé de passer par des biais pour condamner et pour expulser l'imam en question, mais le véritable objectif de Gérald Darmanin, c'est sur la loi de 2003, c'est de lutter contre les frères musulmans et l'entrisme des frères musulmans sur le territoire français pour faire en sorte que ces prédicateurs n'aient pas d'influence sur les jeunes musulmans. Et pour ça, il faut peut-être mettre en place une loi sur l'islam politique. On va se donner rendez-vous à la rentrée, je crois, parce que c'est un grand débat qui a été annoncé par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avant une loi peut-être, si elle est votée à l'Assemblée nationale. Merci à toutes et tous d'être venus jusqu'à nous. Je rappelle, Laurent Jacobelli, député Rassemblement national, élu de la 8e circonscription de Moselle. Merci Mathieu Salma, essayiste et analyste politique, auteur de Adieu la liberté, essai sur la société disciplinaire. Merci à William Tay, président du think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite. Et merci enfin à maître Mourad Batik, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal.